Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 4 octobre 2020. Alors pour éviter toute confusion, j'ai mis un t-shirt que j'aime beaucoup, je vais vous le montrer, et il y a marqué « I'm sorry, brother ». C'est pas pour dire que je suis le diable, pas du tout, loin de là. C'est... Enfin, la personne qui regardera, elle comprendra très bien. Voilà, d'habitude, je mets toujours des trucs de gentil, mais là... C'est lié à la famille, ça. Alors aujourd'hui, c'est sans notre louloute nationale, internationale et intergalactique qui s'occupe de son papa. Et puis ce que j'avais à dire, c'était quelque chose de très particulier puis qui me tient à cœur. Comment vous expliquer cela ? Vous avez remarqué qu'en ce moment, il y a des règlements de compte très, très violents, très agressifs entre Pascal Tréfinguy et Jim Le Veilleur. Je ne tiens absolument pas à prendre parti, ni pour l'un ni pour l'autre. Comme je l'ai dit, ils ont tous les deux des qualités, de grandes qualités, certainement également de grands défauts. Ce n'est pas à moi de m'occuper de cela. Je préfère m'occuper de mes recherches dans le domaine de la spiritualité et surtout dans le domaine de la médecine et du soin pour aider les enfants qui souffrent, même si je sais que Pascal Tréfinguy fait beaucoup de choses également de son côté pour les pauvres, que Jim a fait des choses également, donc tout le monde le fait, mais bon, bref, je ne fais pas de commentaires là-dessus, ça ne m'intéresse pas de critiquer. Il ne faut jamais critiquer les bonnes intentions. Pourquoi je parle de ce sujet ? Eh bien parce que Pascal Tréfinguy, qui est un très grand intellectuel, contrairement à ce que beaucoup imaginent, c'est un homme d'une érudition remarquable et je le salue pour ça. C'est rare de trouver des personnes de son niveau intellectuel, en tous les cas sur la toile. Donc il faut le remarquer. Et qui a déclaré que par rapport à ces attaques admonestées aux uns ou aux autres, en fait, c'était des attaques de provocation, c'est dans sa dernière vidéo, des attaques de provocation pour pousser, si vous voulez, ces opposants à réagir. Alors je suis heureux que notre ami Éric Pérou n'ait pas répondu. Il a répondu une fois et puis après il a laissé tomber, il a raison. C'est pas la peine de rentrer dans des débats stériles qui n'amènent à rien. Là-dessus, je n'aime pas cela, donc je trouve que c'est bien. En revanche, Jim Le Veilleur a foncé dans le tas et là c'est l'escalade. Et dans l'escalade, comme le disait Pascal Tréfinguy, eh bien il se révèle tel que nous ne le connaissions pas. Et c'est triste. Tout cela est très triste pour moi. Mais peu importe. Ce qui m'importe, moi, c'est la vérité. Et je préfère m'intéresser à des esprits, pour moi, les plus grands esprits de l'humanité, tels que Rudolf Steiner. Et j'avais écrit au compte de Tréfinguy, et d'ailleurs je lui signale que cette vidéo est une vidéo qui est pleine de respect et qui n'est pas une vidéo critique, mais qui est une vidéo qui est là pour remettre les choses en place et à leur place. Pascal utilise comme référence sur la théosophie et sur l'anthroposophie un livre de René Guénon, qui a été publié en 1921. Je vous rappelle que Rudolf Steiner est décédé en 1925. Je l'expliquerai. Or, René Guénon, à mon avis, a reçu pour commande de faire ce livre et il a tout mis dans le même sac. Quand on fait des recherches, on s'acharne à faire des recherches auprès de plusieurs auteurs, mais surtout, on fait l'effort de lire l'œuvre de la personne qu'on va juger. C'est mon cas.
moi, je lis et je fréquente Rudolf Steiner depuis de nombreuses années. Et j'ai signalé à Pascal que je pense qu'il se trompe, et j'en suis toujours persuadé. Et puisqu'il a pris sa référence dans René Guénon, quand il critique Steiner en l'assimilant à des satanistes qui sont à l'origine des pires fondations du XXe siècle, satanistes et criminels, eh bien il salit la mémoire d'un des plus grands philosophes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Et comme ce grand philosophe est pour moi un maître à penser, quelque part, il me fait passer indirectement, puisque je cite souvent Rudolf Steiner, même dans mes livres, il me fait passer pour un sataniste, ce que je ne suis pas. Et vous le savez, puisque j'ai voué ma vie à défendre les enfants et à défendre l'humanité contre justement les actions satanistes. Donc j'ai décidé de reprendre un chapitre de ce livre de René Guénon, qui est le théosophisme Histoire d'une pseudo-religion, pour remettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas du tout une attaque contre Pascal Trefangui, je le signale, c'est juste un travail d'analyse sur un article, sur un chapitre d'un livre. Celui de René Guénon, je le répète, Théosophisme, Histoire d'une pseudo-science, en 1921, et c'est sur le chapitre 22. Je mettrai sous la vidéo le téléchargement, si vous le souhaitez, du livre de René Guénon, qui est gratuit maintenant, enfin gratuit, en tous les cas qui est accessible. C'est un site canadien qui l'a mis en ligne. Donc de cette façon, vous pourrez vous-même en prendre connaissance. Alors, en 1921, René Guénon écrivit le théosophisme, Histoire d'une pseudo-religion. Il décrit les courants philosophiques de l'époque avec plus ou moins d'exactitude. Je ne cache pas le plus grand respect que j'éprouve pour le docteur Rudolf Steiner, dont René Guénon lui consacre un chapitre entier que nous allons étudier, et je ne saurais m'accorder à cette analyse. C'est-à-dire que je conteste le contenu de ce chapitre concernant Rudolf Steiner, et nous allons le décrire. Je rappelle que Rudolf Steiner est décédé en 1925, certainement empoisonné dès 2015, 2 ans après la publication de cet ouvrage. J'indique également que suivre un enseignement distribué par d'autres, faire sa scolarité dans une école Steiner, n'est pas nécessairement suivre la parole exacte du docteur Steiner. Nous devons savoir faire une différence entre l'homme, sa pensée et son application dans la société humaine. Juger le docteur Steiner sur la faute des autres ou sur la mauvaise analyse de certains, c'est commettre un non-sens que beaucoup commettent aujourd'hui. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une école Steiner et que ça s'est mal passé pour lui que Steiner est responsable. Ça n'a rien à voir. Moi, je n'écoute pas ce qu'on dit sur Steiner, je ne lis pas ce qu'on dit sur Steiner, je lis Steiner. C'est comme les gens qui achètent des contrefaçons. Il y a des gens qui achètent des montres de contrefaçon. Parce que ils n'ont pas les moyens, évidemment, je les comprends, ça coûte une fortune. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter une montre originale, alors ils s'achètent une contrefaçon. Mais une contrefaçon ne fonctionne pas comme une originale. C'est justement la différence entre la contrefaçon et l'original. Donc, comme l'on dit, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Et quand on veut parler de Steiner, il vaut mieux lire Steiner et lire son œuvre avant de le critiquer et de le mal juger. Donc, c'est pas parce que vous avez suivi une école Steiner et que ça se serait mal passé. Je sais qu'à Strasbourg, l'école Steiner avait très mauvaise réputation pour de nombreuses raisons. Certains enseignants s'étaient très mal conduits, mais c'était il y a 20 ans. Donc j'espère que ça a changé. Donc nous n'allons pas juger Steiner pour la faute d'autres personnes qui se réfèrent à Steiner. Il faut quand même être intelligent là-dessus.
On ne va pas juger l'enfant de la faute de son père. C'est impossible. En tous les cas, c'est illogique. Je ne vais pas juger le peuple allemand pour les fautes d'Hitler. Je ne le ferai pas. Jamais. Donc, nous devons savoir faire une différence entre l'homme, sa pensée et son application dans la société humaine. Juger le docteur Steiner sur la faute des autres, c'est commettre un non-sens que beaucoup commettent aujourd'hui. Je répète, c'est important. Si je rejoins Pascal Trefengui sur sa juste analyse sur les sociétés théosophiques et satanistes, je ne puis m'accorder sur sa critique du docteur Steiner d'après comme référence le livre de René Guénon. Pour critiquer un tel homme, il faut avoir lu son œuvre, et tous ceux que je connais qui l'ont lu ont pour le docteur Steiner un immense respect. Mais sa sincérité ne doit jamais être remise en question. Il faut accepter qu'il ait pu commettre des erreurs, car il est humain. Et ça, c'est important. On oublie que Rudolf Steiner, malgré sa puissance spirituelle, malgré son génie absolu, dans de nombreux domaines, parce qu'il était à la fois peintre, sculpteur, musicien, architecte. Il était également philosophe, et un philosophe complet, qui parlait plusieurs langues, qui lisait le grec et le latin couramment. Donc nous avons affaire à un érudit, spécialiste de Goethe. Alors pour ceux qui connaissent Goethe, eh bien qui l'ont lu, et pas les malheurs du jeune Werther, mais absolument tout, eh bien c'est énorme, parce que Goethe était sans doute aussi l'un des plus grands philosophes de la première moitié du XXe siècle, homme du XVIIIe, mais du XIXe siècle, excusez-moi, du XIXe siècle. Il connaissait tout à fait la philosophie de Kant, il connaît Kierkegaard, il connaît tout. Steiner connaît tout, il est docteur en philosophie, et ensuite il s'est spécialisé dans plein de domaines. Rudolf Steiner était un philosophe d'une érudition sans pareille. Très peu pouvaient lutter intellectuellement contre lui, il était d'une extraordinaire bienveillance pour l'humanité, comme bien peu d'humains pourraient aujourd'hui se gausser ou se comparer. Avant d'attaquer le Dr Steiner, j'encourage ceux qui regardent mes vidéos de le lire et de tenter de le comprendre, car c'est un homme d'un autre temps. Et quand je dis un autre temps, ça a un double sens, c'est-à-dire que c'est un autre temps parce qu'il est du 19e, 20e, mais aussi parce qu'il appartient à aucun temps. C'est un homme qui a brisé les barrières spatio-temporelles. Et Rudolf Steiner est également le principal représentant du terme « éveillé » et qui, toute sa vie, a tenté d'éveiller ceux qui souffrent pour leur permettre de voir enfin la lumière au bout du tunnel. Parce que l'éveil, ce n'est pas une notion du XXe siècle. Nous sommes endormis depuis des millénaires. Alors, comment se fait-il que nous soyons endormis? Mais parce que n'est endormi que celui qui accepte de se soumettre à l'autorité d'un autre. C'est ça l'endormi, c'est pas celui-là l'éveillé. L'éveillé, c'est celui qui répondra « je suis mon propre juge ». Quelque part, les êtres souverains aujourd'hui sont, d'une certaine façon, l'application de tous les principes de Steiner au niveau de l'humanité. Et j'ai posté sur ma page Facebook, mais je devrais la mettre sur Cogito, une vidéo de Madame Guis, le docteur Ghislaine Langto, qui est un être indépendant, mais complètement indépendant, qui a été en prison pour cela, et qui, lorsque vous l'entendez parler, eh bien vous vous dites, elle a tout compris de Steiner, peut-être ne l'a-t-elle pas lu, mais en tous les cas, c'est le même discours. Et c'est en cela que je m'oppose à l'analyse que fait Pascal Trefengui sur Steiner et qui les assimile aux autres satanistes que Steiner n'est pas, simplement parce qu'il se base sur un livre qui est celui de René Guénon. Ce qui est une erreur pour moi. C'est une erreur intellectuelle là-dessus. Mais c'est pas grave, on commet tous des erreurs, c'est pas... Le principal, c'est de s'en rendre compte. Alors, je
j'ai écrit « Je suis navré que Pascal Trefangui ne le voit pas et se limite à l'associer à des monstres dont il s'est séparé et qui l'ont certainement empoisonné, car il les mettait en lumière. Le docteur Steiner a subi beaucoup d'injustices depuis son décès en 1925. Tentons de comprendre pourquoi il a été assimilé à de purs satanistes avant de la mener à l'échafaud avec les autres. Car, à devoir entendre de telles sottises, ces personnes finiront par m'accuser de satanisme parce que je respecte Rudolf Steiner comme un fils respecte son père. » Alors, dans le chapitre 22 du livre de René Guénon, L'anthroposophie de Rudolf Steiner, c'est le titre du chapitre. Il déclare, parce que on va expliquer par rapport à ce qui est écrit. Vous savez, l'interprétation qu'on peut avoir d'un texte, elle est double. Selon que vous vous accordez à l'auteur, vous serez d'accord. Selon que vous vous désaccordez, comme une corde de piano ou de violon, eh bien, vous serez opposé. Dans ce chapitre, je suis viscéralement opposé. Mais je vais le prouver, comme celui qui est pour l'auteur prouvera, à sa manière, que l'auteur a raison. Mais moi, je vais prouver que l'auteur n'a pas raison. Il est écrit « Les théosophistes n'ont vraiment pas eu à se louer dans leur rapport avec les soi-disant rosicruciens allemands. Nous avons parlé précédemment des démêlés de Madame Blavatsky avec le docteur Franz Hartmann. Nous venons de voir comment, au début de 1913, et à propos de l'affaire Alcyone, Rudolf Steiner, secrétaire général de la section allemande de la Société théosophique, se sépara entièrement de Madame Besant. Donc, ce qu'il dit là, et qui est important, c'est que Rudolf Steiner était secrétaire général de la section allemande de la Société théosophique, et qui s'en est séparé, qu'il a dit stop. Il a dit « je ne veux plus appartenir à cela », parce que cela ne correspond pas, cela ne correspond plus à mes idées. Pourquoi est-ce que Rudolf Steiner a accepté ce titre de secrétaire général de la Société théosophique? Parce qu'il avait l'espoir que cette société allait apporter à l'humanité un progrès, allait lui apporter les connaissances qui allaient lui permettre de s'élever. Et pour cela, il faut se replonger dans cette époque, dans les années 20, dans les années 10, même 10, juste avant la guerre, et même en 1890, avec l'Apocalypse joyeuse à Vienne, où il y avait des courants picturaux, intellectuels, musicaux, Gustav Mahler par exemple, vous aviez Alma Mahler, la femme de Gustave, qui était aussi une grande musicienne, fille d'un peintre connu. Donc, Gustav Klimt, Egon Schiele, tous ces grands artistes. Et puis après, évidemment, on a eu Der Blaue Reiter. Donc, on a eu un courant culturel, intellectuel et spirituel extrêmement puissant à cette période en Allemagne. Ça a été global. Ça a été global. Il faut savoir que l'Allemagne, en fait, était une terre d'accueil, entre guillemets. C'est-à-dire que beaucoup de Juifs de l'Est, qui étaient persécutés en Pologne, qui étaient persécutés en Russie, qui étaient persécutés un peu partout en Europe, se réfugiaient et en Hongrie et en Allemagne. Il y a une frontière entre l'Autriche et la Hongrie, et il y avait des transferts fréquents. Tout ça pour expliquer que l'Allemagne était un peuple mélangé. C'est-à-dire que vous aviez des Tchèques, des Polonais, des Sudètes, vous aviez de tout. Et des gens qui ont contribué à l'économie allemande de façon très importante, et surtout à sa culture. Parce que ça aussi, c'était très important. Souvenez-vous que Gustav Mahler était tchèque, hein, avec provision, et qu'il a dû se convertir au christianisme pour devenir le grand chef d'orchestre de l'opéra de Vienne, donc de la ville de Vienne. Donc il a dû renier sa religion pour pouvoir exercer son métier et de conducteur, donc de chef d'orchestre, et de musicien. Alors,
imaginez toute cette effervescence. On peut aussi parler de l'antisémitisme. C'est à peu près en 1894 que le sionisme est né, sous la houlette d'un juif hongrois également, qui n'était pas religieux du tout, donc Victor Herzl. Donc on est là dans une émulation philosophique extrêmement importante, et Rudolf Steiner est un homme qui a changé le visage et la culture de l'Allemagne, et René Guénon n'en parle pas de ça. Il ne sait pas encore ce qu'il y aura en Allemagne. Il est français. Il ne savait pas tout. La communication n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui avec Internet. Alors, pour se venger, celle-ci, prenant prétexte de ce que Steiner, né en 1861 à Kraljevic, en Hongrie, alors, c'est pas Kraljevic, c'est pas en Hongrie, c'est dans l'Empire austro-hongrois. Donc, vous voyez, c'est du point de vue historique, René Guénon a raison de dire que c'est la Hongrie, mais aujourd'hui, en 2020, si on fait un pas en arrière, on se rend compte que le visage de la politique, de la géopolitique, a complètement changé depuis cette époque. Et donc, il faut se replonger dans cette époque pour comprendre. C'est complètement farfelu de juger ce qui s'est passé il y a 100 ans sans se remettre en condition, sans se remettre dans le même esprit qui animait les gens à cette époque. Si vous jugez avec l'esprit d'aujourd'hui ce qui s'est passé hier, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, vous faites dire ce que vous voulez à l'histoire. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Donc, Madame Besant, pour se venger de Steiner, parce qu'il est né dans une famille catholique, et on le voit aussi dans tout son travail, et non juif, comme certains l'ont prétendu, et peu importe qu'il soit l'un ou l'autre, mais à l'époque, c'était très important. Très, très important. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a accusé d'être jésuite. Aujourd'hui, nous avons des jésuites. Au Canada, nous avons un Belge jésuite qui fait beaucoup d'argent. Si cela était vrai, il faudrait reconnaître qu'elle avait mis quelque temps à s'en apercevoir, ce qui est vrai. Elle a mis du temps à savoir que Steiner était chrétien, puisque pratiquement toute l'œuvre de Steiner tourne autour de la chrétienté. Alors la chrétienté, pas en tant que soumission, mais en tant qu'analyse du christianisme. Et Steiner faisait tout de même partie de la Société théosophique et publiait à travers la Société théosophique ses conférences depuis déjà une quinzaine d'années. Mais vous savez, c'est comme les gens qui vont au Front National et puis après qui se rendent compte qu'ils se sont trompés. Ou les gens qui vont au Parti Socialiste et qui se rendent compte qu'ils se sont trompés. L'erreur est humaine. Il ne faut pas juger et condamner les gens pour cela. On a fait de François Mitterrand un socialiste qu'il n'était pas. François Mitterrand a toujours été à l'extrême droite, et il était dans le gouvernement de Pétain, dans le gouvernement de Vichy. Il a eu la Francisque. Pour avoir la Francisque, il fallait être soutenu et coopté par des types d'extrême droite. Et on lui met même, du point de vue historique, l'intention d'avoir voulu faire sauter une synagogue. Donc, vous comprenez, si on se met à chercher la vérité historique sur les gens, peut-être qu'elle n'est pas belle à voir. Et c'est pour ça qu'on va salir la mémoire de ceux qui ont une progression complètement linéaire, parce que Steiner n'a jamais menti, il est toujours resté ce qu'il a été. Il a gardé sa ligne du début jusqu'à la fin. Donc, cette accusation toute gratuite de jésuitisme, dit René Guénon, est presque aussi courante que celle de magie noire dans les milieux de néo-spiritualistes, et elle ne mérite certes pas qu'on s'y arrête. Donc René Guénon confirme que les néo-spiritualistes ne font pas forcément de la magie noire. Ce qui est le contraire de ce qu'a dit Pascal. Donc il a mal lu.
Il y a des occultistes pour qui la crainte des jésuites ou de leurs émissaires, plus ou moins déguisés, est devenue une véritable obsession. Alors pour cela, je vous ramène à l'histoire des jésuites, qui sont une société extrêmement influente dans le monde du christianisme. Très, très influente. Mais ça, il y a des spécialistes, vous pourrez les lire. D'autre part, certains auteurs, parmi eux, Madame Blavatsky, alors elle, c'est une personne très étrange, qui avait peut-être emprunté cette idée à l'écrivain maçonnique Jean-Michel Ragon, n'ont pas hésité à attribuer aux jésuites la fondation du grade de Rose-Croix dans la maçonnerie écossaise. D'autres prétendent que les jésuites s'introduisirent au XVIIIe siècle dans diverses organisations rosicruciennes et les détournèrent de leur but primitif, ce qui est assez fréquent. D'autres encore, allant plus loin, veulent identifier les Rose-Croix du XVIIe siècle, eux-mêmes avec les jésuites, autant de fantaisies pseudo-historiques qui ne résistent pas au moindre examen et que nous ne mentionnons pas, ou que pour montrer que sous ce rapport, Madame Besante n'a rien inventé. Donc là-dessus, j'ai rien à dire, c'est René Guénon à faire travail d'historien. Voyant se dresser devant elle un adversaire qui était d'origine catholique et se recommandait d'une école rosicrucienne, d'ailleurs imprécise et peut-être inexistante, elle ne pouvait manquer de le dénoncer comme un jésuite. Mais c'est sans importance. Ce sont des attaques, des vengeances qui montrent que ces soi-disant philosophes ou théosophes qui sont là pour apporter des bienfaits à l'humanité ont des travers humains tout aussi déplorables que ceux qui ne sont pas des philosophes. Donc ce sont juste des humains qui commettent des fautes d'humains. Quelques-uns ont cru que cette querelle entre Steiner et Besante, je regarde l'heure quand même, n'était qu'une simple comédie. Je dois dire que ce n'est pas dans l'esprit de Steiner de faire la comédie. Il n'est pas intéressé par cela, n'a jamais été intéressé par cela. Bien qu'il faille toujours se méfier des apparences, nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi, et à notre avis, il y a eu là, au contraire, une scission véritable qui, outre l'affaire qui en fut l'occasion avouée, et sans parler de la question de rivalité personnelle, peut bien avoir eu aussi quelques motifs politiques. Mais pas pour Steiner, puisque Steiner ne faisait pas de politique. C'est-à-dire qu'il révélait les choses, mais il ne prenait pas de parti. C'est-à-dire qu'il n'allait pas défendre les uns ou les autres. On l'a énormément sollicité, il s'est toujours détaché. Quand, par exemple, les grands industriels l'ont sollicité pour qu'il aille faire des conférences aux ouvriers, eh bien, il a accepté, mais en échange de quoi on lui laissait la possibilité d'enseigner aux enfants. Et ça, c'est très important. Parce que Steiner comprenait très bien que si on ouvrait l'esprit des enfants, si on leur permettait de voir ou d'exprimer ce qu'ils voyaient, eh bien, ça faisait des adultes éveillés. Vous savez, c'est pas Steiner qui a déclenché la Première Guerre mondiale, Steiner n'a déclenché aucune guerre. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Alors, ok. Nous verrons plus loin que la société théosophique n'en a pas moins servi fidèlement les intérêts de l'impérialisme britannique, dont ses adhérents allemands étaient sans doute fort peu disposés à faire le jeu, étant allemands avant d'être théosophistes. Ouais, alors là, je dirais que c'est assez discutable, parce que la noblesse britannique, elle est de toute façon d'origine allemande. Eh oui, c'est pour ça que les Britanniques ont toujours été en faveur d'Hitler. Et après, avec Churchill, ils ont dû faire un choix. Ils ont fait le second choix, c'est-à-dire s'opposer. Mais le prince... alors attendez, je vais me perdre là dans le frère du roi, nous allons dire, qui avait abdiqué pour épouser son américaine divorcée. Eh bien lui, c'était un fervent admirateur d'Hitler, et il avait signé des accords avec Hitler, accords secrets, comme quoi il laisserait entrer Hitler en Angleterre pour détrôner son frère, prendre la place et être un soutien permanent d'Adolf Hitler.
Mais je vous signale que la couronne de Hollande, c'était exactement pareil. La royauté hollandaise était toute inscrite au parti nazi. Mais ça, on n'en parle pas trop, vous verrez ça dans La vérité vous affranchira, que j'ai écrit il y a quelques années. Nous avons dit que Steiner donna à sa nouvelle organisation le nom de Société anthroposophique. Alors, société, c'est pas comme aujourd'hui. Société, c'est un regroupement anthroposophique. Nous allons y venir. Avec une intention manifeste de concurrencer à l'égard de la société théosophique aussi bien que pour caractériser sa conception propre qui fait en effet de l'homme le centre de ce qu'il appelle la science spirituelle. Fermez les guillemets, René Guénon. Et là, je fais un commentaire. Je crois sincèrement que René Guénon se trompe dans son analyse car il n'a pas lu Steiner pour en parler de la sorte lorsqu'il avance avec une intention manifeste de concurrence à l'égard de la société théosophique. Là-dessus, il ne faut pas connaître Steiner pour écrire une phrase pareille. Rudolf Steiner n'était en concurrence avec personne. C'était un érudit qui distribuait gratuitement son savoir aux pauvres. Il ne s'est détaché de personne qui, sous prétexte d'apporter la conscience, en profitait pour s'enrichir et manipuler les esprits faibles qui, fiers de ce pouvoir, se sont liés à des agendas politiques à venir qui conduisirent au nazisme, ce qui n'est de loin pas le cas de Steiner. Donc vous comprenez, il faut remettre les choses, les pendules à l'heure. Là-dessus, René Guénon, malgré tout le respect que je lui dois en tant qu'historien, eh bien, il peut écrire des choses qui ne sont pas vraies, mais qui correspondent à son analyse d'historien. Mais c'est ne pas connaître Steiner que d'écrire des choses comme cela. Et le problème, c'est que Pascal Treffinguy reprend cela comme une vérité. Ce n'est pas une vérité, Pascal. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Mais c'est pas grave, hein, on a chacun notre point de vue, on s'exprime en bonne intelligence, en respect mutuel, c'est comme ça que je vois la chose. Je reprends Guénon, aussi bien que pour caractériser sa conception propre, qui fait en effet de l'homme le centre de ce qu'il appelle la science spirituelle. Et là, je pose la question, où est le crime de caractériser sa philosophie? C'est vrai. Steiner dit qu'il apporte une science spirituelle. Pourquoi? Parce que Steiner a été en contact avec les esprits, les âmes, depuis l'enfance. Vous avez des gens qui voient les morts. Ils voient les esprits des morts. Vous avez les gens qui voient les fantômes. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez être cartésien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a des gens qui appellent même les esprits. C'est justement l'époque. Et c'est pas parce que vous ne pouvez pas le faire, ou que vous ne pouvez pas le voir, que c'est faux. Or, pour René Guénon, c'est faux. Parce qu'il est incapable d'aller au-delà. Et c'est pas une critique. Il est fait comme ça. C'est tout. Eh bien, où est le crime de caractériser sa philosophie? Il est le premier à l'avoir fait. Il a suivi un parcours régulier avec sincérité et honnêteté. Les satanistes se sont rapprochés de lui pour profiter de son aura, ce que ne dit pas René Guénon. Et lorsqu'il s'est détaché d'eux, car il a été incapable de les remettre sur le droit chemin, ils ne lui ont jamais pardonné et l'ont assassiné. Je déclare souvent que les nazis l'ont assassiné en 1925, 7 ans après la Grande Guerre, la guerre 14-18. Les nazis n'existaient pas en effet, pas tels que nous les connaissons. Mais en revanche, les sociétés théosophiques se sont rapprochées des idées nazies et ont soutenu le nazisme. Ce que le public ignore est que durant la période du développement du nazisme en Allemagne, il existait des dizaines de loges maçonniques s'inspirant des mouvements ésotériques avec une forte tendance à la magie noire. Ils défilaient avec les SA côte à côte pour les soutenir dans ce renouveau de la race allemande et les nazis profitaient de cet apport intellectuel et philosophique. Pourquoi René Guénon n'en parle-t-il pas, et même plus tard? Parce qu'il ne sait pas. C'est tout. Très peu de gens le savent.
Pourtant, nous avons des archives, et même des archives filmées, où on les voit défiler. Hein. Donc là-dessus, à nouveau, il se trompe, et c'est pour ça que je crois vraiment que cet ouvrage est une commande qui lui a été faite par le pouvoir, pour contrer justement ces courants d'éveil spirituel. Imaginez, à chaque fois que quelqu'un vous apporte une connaissance qui vous éveille et qui fait prendre conscience de la réalité, le pouvoir est gêné, parce qu'il ne peut plus manipuler. Et donc il se sert des intellectuels pour corrompre la pensée. Il faut ajouter du reste, regardez ce qui s'est passé pendant le confinement. Vous aviez tous les philosophes, là, les pseudo-philosophes de gauche, mais qui ont dit des insanités, mais monstrueuses, monstrueuses. Ils ont dit les mêmes insanités contre les Gilets jaunes, pareil. Ils ont attaqué le peuple. Vous aviez Henri Lévy, là, qui disait, oui, c'est des antisémites, mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Quoiqu'aujourd'hui, effectivement, il se trouve que les Gilets jaunes commencent à changer d'orientation et quand ils se mettent à siffler Bigard, ils ont tort, parce que Bigard a toujours été à côté d'eux. Ça veut dire que des courants, effectivement, d'antisémitisme se glissent à travers les Gilets jaunes pour détruire la belle pensée qui était animée par notre peuple. Mais ça, c'est un autre problème. Il faut ajouter du reste que le mot d'anthroposophie n'est pas, comme on pourrait le croire, comme le dit René Guénon, un néologisme imaginé par Steiner, car un ouvrage du rosicrucien Eugenius Philalèthe ou Thomas Vaughan, qui date de 1650, a pour titre Anthro-Posophia Magica. La société anthroposophique a pris pour devise « La sagesse n'est que dans la vérité ». Par imitation à celle de la société théosophique, il n'y a pas de religion plus haute que la vérité. Alors là, c'est vraiment, pour moi, l'erreur de René Guénon, qui ne connaît absolument pas Rudolf Steiner, pour oser croire que Rudolf Steiner imiterait ou copierait un texte de Thomas Vaughan de 1650, en même temps que Thomas More à peu près, qui a créé Utopia. Donc c'est encore une autre philosophie qui n'a rien à voir avec. Et donc là, pour moi, là, René Guénon signe son arrêt de mort. Là. Il dit n'importe quoi. C'est-à-dire c'est l'illustration parfaite de l'intellectuel qui fait de l'intellectualisme, mais qui ne fait pas justement d'anthroposophie. Alors, l'analyse de René Guénon pousse à croire que Steiner se limitait à imiter ou à copier. Or, Steiner n'a jamais eu besoin d'imiter, ni de copier. Mais Guénon donne sa propre définition qui va nourrir son analyse dans une sorte de sophisme historique. Mais est-ce la vérité? Non. C'est une manipulation mentale qui doit aller dans le sens de la destruction de toute pensée qui sort du corps de ce que la société de l'époque imposait. Je vais vous donner la définition de l'anthroposophie, et non pas la définition de l'intellectuel René Guénon. Anthroposophie vient de anthropos, je vous en ai déjà parlé, du grec ancien. Alors, je ne vais pas le dire en grec, parce que je ne parle pas le grec, et surtout pas le grec ancien, ça doit être anthropos, voilà, c'est ça, hein, qui veut dire être humain. Donc, anthropos, être humain. Et du latin et du grec ancien, sophia, qui veut dire savoir, sagesse. Ce qui n'est absolument pas ce que décrit Guénon lorsqu'il déclare « La société anthroposophique a pris pour devise « La sagesse n'est que dans la vérité ». Par imitation de celle de la société théosophique, il n'y a pas de religion plus haute que la vérité. Ni l'un ni l'autre. Lorsqu'un analyste s'arrange avec les principes, c'est qu'il est lui aussi critiquable, car malhonnête intellectuellement. C'est le cas de René Guénon en ce qui concerne Rudolf Steiner. Si vous voulez défendre Blavatsky, vous pouvez, moi je ne la défendrai pas. Parce que pour moi, c'est une personne dangereuse et effectivement portée vers la magie noire et les courants sataniques. Mais
On peut en parler, mais c'est très complexe. C'est très complexe. Il faut faire une conférence sur Blavatsky, même sur Rudolf Steiner. C'est lire une quantité d'ouvrages et expliquer les ouvrages et ensuite faire une conclusion. La plupart du temps, les gens ne font pas ça. Ce n'est pas parce que René Guénon a écrit cet ouvrage sur la théosophie que tout est juste. Non, absolument pas. Rudolf Steiner était à un niveau de supraconscience, et ça, il faut s'en rendre compte, soit un niveau bien plus élevé que l'intelligence de René Guénon, qui n'a jamais compris à qui il avait affaire. Car s'il l'avait compris, il ne se serait pas limité à faire une analyse au ras des pâquerettes pour aller dans son seuil de compréhension. À lui. Si justement Guénon avait été sur le seuil de la connaissance de Steiner, nous aurions eu une analyse complètement différente et plus élevée intellectuellement. Guénon prouve ici qu'il est un historien, pas un philosophe, et qu'être les deux l'aurait beaucoup aidé dans son discours qui est une pure manipulation mentale pour aller dans son sens critique, ce qui est regrettable, car aujourd'hui des personnes se réfèrent à lui comme s'il détenait le savoir de la vérité, ce qui est faux, comme nous le dévoilons à présent. Nous devons remettre les pendules à l'heure pour que cessent les légendes calomnieuses sur le docteur Steiner, qui, encore aujourd'hui, est admiré en Inde pour ses leçons sur la biodynamie, donc sur l'agriculture, et j'ajoute que si les paysans avaient davantage écouté le docteur Steiner plutôt que Bayer, Monsanto, nous ne serions pas aujourd'hui avec des terres arides qui ont perdu 95% de leurs nutriments. Donc, voyons la suite. Vous voyez, c'est plus la même chose. Quand quelqu'un vous parle de René Guénon, qui va dire Steiner et ci et ça, c'est plus la même chose. Et comment peut-on seulement résumer Rudolf Steiner à un paragraphe qui fait 20 pages? Mais c'est ridicule. Nous allons y venir, je vais vous donner l'exemple. Alors cette dernière n'est d'ailleurs qu'une traduction fort défectueuse de la devise des Maharajas de Bénarès. Non, ben oui, mais c'est pas Steiner, ça. Alors là, il nous donne un paragraphe qui va prélever dans une citation de Steiner. Et puis là, je me suis fatigué parce que j'ai trouvé que c'était épuisant de bêtises. Alors, Steiner décrit, si vous voulez, sa profession de foi. Il dit, alors lui, René Guénon, il dit c'est une brochure de propagande. Brochure de propagande qui fut publiée à l'époque même de sa création, sur la société anthroposophique. Il dit, pour se former une vie satisfaisante, ça c'est Rudolf Steiner qui le dit, pour se former une vie satisfaisante et saine, la nature humaine a besoin de connaître et de cultiver sa propre essence suprasensible et l'essence suprasensible du monde extérieur à l'homme. Alors, c'est pas du charabia, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que l'homme puisse évoluer, se développer, eh bien, il a besoin de se connaître lui-même. C'est la phrase du Christ. Connais-toi toi-même. Et de cultiver sa propre essence suprasensible. Vous écoutez Madame Guis, elle dit aujourd'hui, il faut écouter son âme. C'est son âme, la vérité. C'est pas l'autre qui apporte la vérité, c'est son âme. C'est exactement le même discours que Steiner. Les investigations naturelles de la science moderne ne peuvent pas conduire à un tel but. Les investigations naturelles de la science moderne ne peuvent pas conduire à un tel but. En effet, on va vous dire, vous avez des preuves de ce que vous avancez? La science moderne, la technologie, la science et la mathématique, comme le dit Steiner dans cet ouvrage, ce sont les armes des Arimaniens, c'est-à-dire des diables. Ils vont se spécialiser dans la science, alors que ce n'est pas la science qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'homme.
le corps de l'homme est un vaisseau. Son âme est immortelle. Elle voyage. C'est pas du New Age, Pascal, ça. Hein. Ça, c'est une vérité absolue. Il suffit de relire les Saintes Écritures et dans toutes les religions du monde. Hein. Ils disent la même chose. Donc, les investigations naturelles de la science moderne ne peuvent pas conduire à un tel but, bien qu'appelés à rendre d'inestimables services dans les limites de leurs tâches et de leur domaine. Donc là, on a l'exemple d'un homme de bien qui dit « Il faut que l'homme reprenne conscience avec sa condition humaine suprasensible, mais que la science moderne ne peut pas l'aider à comprendre cette partie de lui-même, même si cette science peut apporter beaucoup à la société des hommes. » Donc il n'est pas critique contre la science. On a là l'objectivité d'un homme absolument remarquable, et non pas un sataniste. La société anthroposophique va poursuivre ce but par l'encouragement des recherches sérieuses et vraies dirigées vers le suprasensible et par l'entretien de l'influence que ces recherches exercent sur la conduite de la vie humaine. C'est clair comme de l'eau de roche. Une investigation vraie de l'esprit et l'état d'âme qui en résulte doivent donner à la société anthroposophique son caractère, dont l'expression peut se résumer dans les principes directeurs suivants. Je ne vois pas, là, esprit à critiquer quoi que ce soit. On a un homme, là, extraordinaire, qui est en train de mettre en place les bases d'une philosophie, l'anthroposophie, pour aider l'homme à s'améliorer. Où est l'esprit satanique? Il faut tout lire, hein, Pascal, tout. Avant de critiquer, il faut vraiment tout lire. Et il faut connaître aussi. Je sais que vous êtes un grand intellectuel, je sais que vous savez énormément de choses, mais là-dessus, je vous l'ai dit, vous avez tort. Et je vous le prouve là. Alors, une collaboration fraternelle peut s'établir au sein de la société entre tous les hommes, acceptant comme base de cette collaboration affectueuse un fond spirituel commun à toutes les âmes. C'est extraordinaire. On a là un humaniste exceptionnel qui veut réunir tous les hommes, qui veut faire progresser tous les hommes. Personne ne fait ça. Personne n'a fait ça. Et quelle que soit la diversité de leur foi, de leur nationalité, de leur rang, de leur sexe, etc. C'est-à-dire que quand Steiner parle de l'humanité, il parle de toute l'humanité, quelle qu'elle soit. Rouge, verte, blanc, juive, musulmane, chrétienne, bouddhiste, il réunit l'humanité pour la faire progresser, pour lui permettre de comprendre. On s'est rendu compte, il y a quelque temps, il y a quelques mois, il y a même une année ou deux, que lorsque, au lieu de mettre des heures de colle aux enfants, on leur fait faire une heure de méditation. Eh bien, même les plus violents ne sont plus violents. Parce qu'ils s'élèvent spirituellement. Mais c'est Steiner, ça. 2. L'investigation des réalités suprasensibles cachées derrière toutes les perceptions de nos sens s'unira au souci de propager une science spirituelle véritable. Propager une science spirituelle véritable. Ça veut dire que déjà là, il dit que les théosophes, donc les diaboliques, n'ont pas une science spirituelle véritable, que ce sont eux qui se sont trompés de chemin. Et ensuite, on attaque Steiner là-dessus, mais c'est pas de la propagande, c'est sa profession de foi. René Guénon confond propagande et profession de foi. C'est-à-dire la volonté d'un homme de permettre à tous les hommes, les femmes et les enfants d'apprendre à se connaître eux-mêmes pour évoluer pour le bien de l'humanité. Personne ne fait cela, à part Steiner. 3. Le troisième objet de ces études sera la pénétration du noyau de vérité que renforment les multiples conceptions de la vie et de l'univers chez les différents peuples à travers les âges. Tout est dit.
Et là, je fais un commentaire. Sincèrement, où est Satan? Où est le mal dans le développement de cette philosophie? Nous avons là le docteur Steiner qui cherche uniquement à permettre à l'homme de renouer avec son être intérieur pour devenir l'homme de demain. Et si nous écoutons le discours du docteur Guylaine Langto ou de madame Guis aujourd'hui, nous avons exactement ce même discours et elle n'est certainement pas sataniste. Vous comprenez? Et d'ailleurs, Pascal Trefangui cite avec admiration Guylaine Langto et il a raison. C'est une femme extraordinaire. Donc, là-dessus, il y a un hiatus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, je reprends le texte de Guénon. On retrouve là des tendances qui sont tout à fait analogues à celles de la société théosophique. Il dit analogue. Tout à fait analogue. C'est très important. Ça veut dire que ce n'est pas la société théosophique, mais il y a des choses communes. Oui, il y a des choses communes. Tu prends une Citroën, tu prends une Peugeot, c'est pas les mêmes voitures et pourtant il y a des choses communes. Mais c'est pas les mêmes voitures. D'une part, l'idée de fraternité universelle. Ouais. Si j'écoute les musulmans, il y a une fraternité universelle. Ils veulent une fraternité universelle. Si j'écoute les chrétiens, ils veulent une fraternité universelle. Si j'écoute les juifs, parfois c'est un peu différent. Mais normalement, il y a une fraternité juive universelle avec les juifs. Oui, au moins ça. Mais c'est la même chose chez les musulmans, la même chose chez les chrétiens. Sauf qu'on le repère plus chez les juifs, c'est-à-dire qu'on est plus enclin à les critiquer, ce qui est inacceptable, alors qu'on pourrait critiquer exactement les chrétiens et les musulmans de la même façon. Là, dans l'idée de fraternité universelle, c'est pas une idée de fraternité sectaire, donc religieuse, c'est une idée de fraternité universelle, c'est-à-dire qui touche toute l'humanité. Toute l'humanité, quelle que soit la couleur, quel que soit le sexe, quelle que soit la religion. Ça dépasse les apparences. Et le moralisme, qui s'y attache plus ou moins étroitement, car la société anthroposophique s'orientera vers un idéal de coopération humaine. Ben oui, René, alors. Pourquoi tu critiques? C'est formidable. Enfin, moi, je trouve ça formidable, hein. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je rêve, mais qu'est-ce que veulent les gilets jaunes? Qu'est-ce que veulent les Français aujourd'hui? Ils en ont marre du pouvoir, ils en ont marre de ces gens qui nous écrasent, ils en ont marre de ces satanistes qui violent les enfants. Eh bien, c'est exactement ce que dit Steiner, enfin. Et cette société n'atteindra son but spirituel que si ses membres se consacrent à un idéal de vie qui peut servir d'idéal universel à la conduite de la vie humaine. Ben oui, le végétarisme, le respect de la nature, le respect des animaux, le respect des êtres humains. Mais où est Satan? Pascal, où est Satan? Satan à dire que vous vous trompez. D'autre part, l'annonce d'une méthode d'investigation spirituelle qui s'est pénétrée dans les mondes suprasensibles et qui consiste évidemment dans un développement de la clairvoyance ou de quelque autre faculté similaire, quel que soit le nom sous lequel on la désignera. Là, on a l'exemple typique de l'intellectuel qui comprend rien à Rudolf Steiner, qui comprend rien à l'anthroposophie et qui critique bêtement. C'est souvent comme ça. C'est comme ces crétins de France Info, là, qui avait dit, qui s'était moqué de nous en disant, oui, Jean Dreux qui fait même un calendrier. Mais le calendrier, c'était un calendrier d'art qui a été extrêmement apprécié par les gens qui l'ont acheté et qui nous a permis de faire fonctionner notre site. Mais de dire, oui, il fait même un calendrier, oui, il fait même si, c'est des critiques de débiles mentales ou de débiles mentaux. Ça ne veut rien dire. Et là, René Guénon fait pas honneur à son intellectualisme, hein. Alors, critiques et attaques puériles d'un homme qui est incapable d'envisager les mondes suprasensibles et invisibles. Et ça m'étonne de la part de Pascal Trefangui, qui lui connaît tout ça. Il sait tout ça. Donc ça m'étonne. Alors, est-ce que c'est une provocation encore? Peut-être, mais je sais qu'il aime s'amuser beaucoup. Mais moi, je suis là parce que j'ai un tel respect pour Rudolf Steiner que
ça m'irrite les oreilles quand je l'entends répéter les bêtises de René Guénon. Voilà. En tous les cas, concernant Steiner, pour le reste, j'ai rien dit. Si l'on accepte la présence et la force satanique, alors comment peut-on critiquer la philosophie et l'application de celle-ci par Rudolf Steiner? C'est vrai, il accepte le satanisme, René Guénon. Il le définit même. Mais il ne supporte pas l'idée que Rudolf Steiner, il ait accès au monde suprasensible. En fait, quelque part, il se fait son propre procès en accusant un autre. Et c'est grave. Parce qu'il montre son incompatibilité et incapacité à comprendre la pensée de Steiner et surtout sa philosophie. Soit l'anthroposophie. Si des hommes et des femmes n'y parviennent pas, est-ce la faute de Steiner? Est-ce que Rudolf Steiner est responsable si des individus ne parviennent pas à apprendre à se comprendre et à renouer avec leur origine profonde? Tout le monde n'en est pas capable, hein, il faut en être certain. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas capable de faire quelque chose qu'on doit nécessairement le critiquer. Moi, j'aime pas les oranges, je supporte pas. C'est pas pour autant que je veux dire « Ah, les oranges, c'est dégueulasse !» Non, pas du tout. Il y a des gens qui adorent les oranges, et tant mieux pour eux. Et si ça leur fait du bien, si ça leur fait plaisir de manger une orange, une mandarine en hiver, eh bien, c'est formidable. Je ne vais pas les dégoûter, parce que je n'aime pas ça. Pourtant, c'est exactement ce que fait René Guénon. Tous les hommes ne seront pas sauvés, tous les hommes ne comprendront pas le message de Steiner. Est-ce pour cette raison que nous devrions croire un historien qui se montre incapable de s'élever lui-même, sans doute parce qu'il n'était pas prêt à l'époque où il a rédigé ce livre? Alors, là, il y a un point, par exemple, qui va être... quelle heure il est? Ah, je vais passer ce point-là. Parce que René Guénon affirme des choses qui ne sont pas vraies. Parce que Steiner dit exactement le contraire. Et c'est incroyable parce que c'est là où vous avez le contrôle. C'est-à-dire que vous allez prendre une citation de Steiner, ok, et vous allez lui faire dire ce que vous voulez. Puis en même temps, eh bien, vous allez dire la même chose qu'il a dit en le critiquant. Et c'est ce qui s'était passé lorsque Farida Belgoul m'avait interviewé sur Pandora 1, sur les vaccins, où elle parlait justement de l'ADN humain, l'ADN de chien, de porc et tout cela. Et le journal Le Monde, comme toujours, hein, vous savez, payé par le portier des enfers, eh bien, avait attaqué Farida Belgoul sur le sujet en disant qu'elle disait n'importe quoi sur les vaccins. Mais dans l'article, il disait qu'elle disait n'importe quoi sur les vaccins, mais il confirmait tout ce que j'avais dit dans Pandora sur les vaccins qu'elle avait répété. C'est la même technique. C'est-à-dire que c'est une véritable manipulation, et je crois que le bouquin de René Guénon est un torchon. Je suis désolé, hein, Pascal, de vous le dire, mais pour moi, c'est dans le même esprit. Alors, ce n'est pas la religion qui permettra à l'homme de s'élever, c'est ce que dit Steiner, c'est lui-même. Alors, pardonnez-moi, mais Guénon fait ici je vais être très grossier, je vous demande de m'excuser, de l'enculage de mouche. Pardon, j'ai rien dit. Au service d'une intellectualité médiocre ou d'un triste sophisme. Je reconnais la provocation de Pascal Tréfingui, mais son analyse se fiant à celle de Guénon est ici, dans le cas de Steiner, complètement erronée, et c'est regrettable. Alors, Guénon sort des exemples qui n'ont aucun sens par rapport à ses explications. À nouveau, Guénon sort de son contexte des concepts. C'est comme lorsque Michel Onfray a tenté d'analyser le Coran sans en avoir la connaissance totale. Si l'on prend des morceaux ici ou là, on fait dire ce que l'on veut à une religion, à un texte, à un philosophe, ou à une doctrine secrète. C'est le propre de celui qui ne sait pas, qui veut paraître comme un sachant, comme dans le cas de René Guénon.
Alors, je n'attaque pas Michel Onfray parce que c'est un homme que j'apprécie énormément, c'est un homme d'un grand savoir, mais je pense que lorsqu'il s'est attaqué au Coran, il s'est trompé. Il s'est trompé parce qu'en fait, le Coran, il est linéaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un exemple comme ça, tirer au hasard, puis après remonter dans le temps. Et ça n'a aucun sens, ce n'est pas cohérent. C'est, si vous voulez, illustrer une pensée occidentale. Mais ça n'a pas de sens. Vous ne pourriez même pas faire la même chose avec la Torah ou avec la Bible, c'est trop simple. Ça ne marche pas. Et je comprends pourquoi les musulmans étaient très en colère, parce que eux qui connaissent le livre, parce qu'ils l'appellent par cœur, parce qu'ils l'apprennent par cœur, ils savent que c'est linéaire. Alors, il est facile à l'historien qui oublie de dire que son analyse de Steiner se base sur des conférences, parce qu'il prend des morceaux ici ou là. Il faut que vous sachiez que Steiner, il a fait des conférences, il n'a pas véritablement écrit de livre. C'est son épouse, Marie Sievert, qui, elle, a compilé les conférences pour faire des ouvrages et pour permettre aux générations présentes à l'époque et futures de connaître Rudolf Steiner. Sinon, on ne saurait pas ce qu'il a écrit sans sa femme, qui a pris toutes les références et qui en a fait des livres, toutes les conférences. Et donc là, René Guénon, il prend un morceau d'une conférence ici, un morceau d'une conférence là, mais c'est comme si vous preniez chez moi, dans mes conférences, un morceau ici, un morceau là, mais ça ne veut plus rien dire. Vous retirez tout le sens. Vous prenez un morceau de Picasso ici, un morceau sur un autre tableau, puis après vous faites un gloubi-boulga et vous dites c'est un Picasso. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Surtout moi qui ai dessiné Picasso, je peux vous assurer, quand Picasso a fait un tableau, il est terminé. Hein. Ça, je veux dire, il est terminé au niveau de la structure, celle que vous ne voyez pas, ou celle qui est apparente mais que vous ne voyez pas. Eh bien, vous ne pouvez pas prendre un morceau ici, un morceau là, puis après reconstituer quelque chose ailleurs. Hein. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que l'équilibre est rompu, le nombre d'or est brisé. Et Picasso, oui, le nombre d'or, il est partout. Même si vous ne le voyez pas. Donc, c'est la même chose, mais ça c'est typique de l'Occident. Hein. L'Occident, c'est celui qui va toujours détacher ici et là, qui va écrire des pages et des pages pour ne rien dire. On est exactement dans le même souci. Alors, ce que je regrette, c'est que quand René Guénon prend des exemples, il devrait présenter la conférence entière pour nous permettre de savoir ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y aura après. Ce qui nous permettra de comprendre vraiment le sens de ce que dit Steiner. Parce que chaque mot de Steiner, il est fondamental. Tout est pesé, tout est mesuré. Donc, si vous prenez un morceau, ça ne veut plus rien dire. Et ça, je le regrette. C'est une manipulation purement historique et intellectuelle, et à nouveau, c'est déplorable de la part de cet historien qui prêche le vrai et le faux pour affirmer ses propres vérités, qui ne sont en réalité que des points de vue d'un homme brillant, certes, René Guénon est un homme brillant, certes, mais pas assez pour comprendre la vérité de Steiner, et en ce sens, il détruit l'œuvre d'une vie dans un chapitre comme étant une vérité absolue qu'elle n'est de loin pas. Et ceux qui se fient à cette vérité sont emportés dans son mensonge et répètent sans savoir ces fausses vérités comme une obsession ignorante. René Guénon cherche à faire passer Steiner pour un sataniste, comme Blavatsky, ils n'ont rien à voir. Parce que le fond de leur philosophie peut avoir des points de certaine connivence, mais c'est comme de comparer un chimpanzé à un humain. Il y a très peu de différence dans l'ADN du chimpanzé et de l'humain, c'est-à-dire qu'ils sont très très proches. Le chimpanzé est plus proche de l'homme, avec son ADN, qu'il n'est de certains singes. C'est extraordinaire. Donc, c'est comme de comparer un chimpanzé à un humain. Il y a très peu de différence dans leur ADN. Mais cette différence infime fait du singe un primate et de l'homme Rudolf Steiner. Guénon, qui porte un nom illustrant cet exemple, prouve qu'il cherche à détruire la pensée humaniste de Steiner, qui est un danger pour les satanistes au pouvoir, et pour ce faire, il développe une explication que l'on peut contredire avec une grande facilité lorsque l'on connaît véritablement Rudolf Steiner. Alors, je m'adresse à notre ami Pascal Trefangui. Pascal, s'il vous plaît, ouvrez les yeux et plongez-vous dans les magnifiques conférences du Dr Steiner et veuillez ne pas assimiler cet immense être humain avec des personnes qui avaient des agendas obscènes de volonté de contrôle sur l'humanité.
Voilà, alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ce n'est pas du tout une attaque, ce n'est pas du tout une provocation de ma part. J'en ai déjà parlé. Pour moi, il était nécessaire de faire cette vidéo pour rétablir la vérité concernant cet esprit extraordinaire qui est Rudolf Steiner et qui, pour moi, je ne peux pas vivre sans la pensée de Steiner. Voilà, c'est tout. Et je n'accepte pas que vous ou que quiconque puisse dire des insanités sur Steiner, et en plus, qui sont des mensonges, surtout en vous référant à un ouvrage qui est fait par un homme qui, de toute façon, ne l'appréciait pas et ne pouvait pas le comprendre. N'oubliez pas que Steiner était un esprit extrêmement moderne et bien plus en avance sur son temps que René Guénon ne le sera jamais. Voilà, eh bien je vous remercie, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Au revoir.